Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de CacaoCast. Philippe Casgrain est à l'autre bout du fil. Comment ça va, Philippe? Ça va très bien, toi, Philippe? Ça va très bien. Une petite expérimentation dans cet épisode. Ceux qui nous écoutent seulement ne verront pas la différence ou n'entendront pas la différence, pardon, mais ceux qui nous regardent en vidéo, et oui, on essaye de s'enregistrer en vidéo, donc de faire une version vidéo du podcast CacaoCast. Après seulement 148 épisodes. Après seulement 148 épisodes, donc voilà, on essaye de voir si ça marche en utilisant Google Hangouts et en essayant comment dire, de diffuser l'enregistrement sur YouTube. Donc on verra si ça marche. Donc si J'essaie vous... d'éviter de me gratter le nez. Ouais, moi ça va être dur tout ça, hein. Après 148 épisodes, on a certainement pris de mauvaises habitudes sans que personne nous voit, mais là on peut plus. Donc il va falloir que je me rase même et que je sais pas, je me poudre un peu pour pas que je brille trop à l'écran. Ça va être compliqué tout ça. Donc, possible qu'on essaye et puis ça sera le seul épisode qui aura jamais été enregistré en vidéo. On verra bien. Donc, C'est d'un on essaye. optimisme débordant, c'est fou. Ouais. Alors, c'est voilà, c'est possible que comment dire, l'expérience ne soit pas concluante et que vous ne verrez jamais cette vidéo. Donc, c'est un peu gênant d'en parler, mais voilà, ça passera à la postérité comme ça, c'est pas grave. Bon, on va commencer par parler d'un événement assez important hein, qui s'est Dont, terminé hier dont on vous a parlé quand même à quelques reprises. à quelques reprises. Certains d'entre vous y étaient, donc on était très contents de vous parler. Certains ont voulu venir, n'ont pas réussi, ont eu des petits soucis, donc ben, c'est bien dommage. J'espère qu'on pourra remettre ça d'une façon ou d'une autre. Entre autres, quand j'irai faire un tour en Europe, Voilà, en bah, espérant que la grève des contrôleurs aériens va être finie. Là. C'est... ouais, ouais, Quoique ouais. je vole sur Bruxelles, donc ça ne devrait pas être trop pire. Tu as peut-être une chance. Donc, c'est en Allemagne, c'est ça, à Cologne. Oui, mais Donc, j'atterris à Bruxelles parce que je suis fait comme ça. Non, parce ok. qu'on a un bureau à Gand qui est pas loin de Bruxelles. Donc, ce que je me dis, c'est que si je reste en Europe et puis que j'ai besoin d'aller travailler, j'ai un endroit pour aller travailler de façon sérieuse et j'ai pas besoin de prendre trop de vacances. Ah, ok. C'est planifié. Faut penser à Planifié. ça, hein. Oui, 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 c'est ça. En Amérique du Nord, on n'a pas beaucoup de vacances, hein. C'est un peu un souci ici. Les gens commencent leur carrière avec une semaine, 2 semaines de vacances et ça prend une dizaine d'années pour arriver à 4 semaines de vacances chez le même employeur. Donc, Oui, voilà, c'est ça. On change souvent d'emploi. on change d'emploi. Donc, il faut utiliser tous les jours fériés qu'on peut, travailler un petit peu sur place, bon, s'arranger pour que ça fonctionne. Donc, c'est pas évident. Mais bon, là, je voulais parler de NS North, bien sûr. Donc, je vais essayer de vous montrer le site. C'est la première fois que je fais ça. Donc, on va voir si ça fonctionne. Si tu vois ça, Philippe, Oui, c'est que j'ai c'est réussi à bon. le faire. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer le site NS North. Donc, on vous en parle souvent du site, mais voilà, on pouvait pas vous le montrer. Donc, pour ceux qui voient la vidéo, on peut voir le site. Et encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, eh ben, désolé. Donc, alors Philippe, comment ça s'est passé? Mais c'est difficile de vraiment dire de mon point de vue, mais parce que, évidemment, j'ai des impressions un peu biaisées. Mais ceci dit, j'ai l'impression que ça s'est extrêmement bien passé parce que on avait prévu un certain déroulement de la fin de semaine avec. On espérait avoir une belle température, on espérait que tout soit. Parce qu'on avait quand même 12 présentateurs cette fois-ci au lieu de 10 les années précédentes. 12 présentateurs et 4 Blitz Talk, donc ça faisait 16 présentateurs en tout. Et on a réussi à faire passer tout ça, je crois, sans avoir trop de problèmes de, 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 de gens qui ne pouvaient pas venir ou de gens qui étaient trop fatigués ou des choses comme ça. Et le samedi et le dimanche, tout le monde était pas mal là pour participer et pour venir assister aux conférences. On avait fait, évidemment, on était tous sur place. Alors, si on va se coucher, on va se coucher. Et puis quand on se lève, on est directement sur place. On n'a pas beaucoup de transport à faire. On n'a pas. C'est plus difficile d'avoir la flemme parce que tout est sur place, comme vous pouvez voir avec l'hôtel ici. Euh, et quand on a besoin de prendre 10 minutes à l'extérieur, on prend 10 minutes à l'extérieur et c'est un très bel endroit, c'est boisé, c'est vraiment chouette. Moi, ce que j'avais fait, que vous ne pouvez pas voir maintenant, c'est que je m'étais laissé pousser une barbe. Alors, quand même assez impressionnante, là. J'avais l'air d'Obi-Wan Kenobi, c'est ça le but. J'étais habillé avec mon costume de Jedi fait par ma femme et puis j'ai ouvert la conférence avec un thème de Star Wars que je n'avais pas dit à personne
il y a au moins 3 conférenciers qui ont parlé de Star Wars et qui s'étaient prévus dans leur conférence qui parlaient de Star Wars, et puis ils ne s'étaient pas parlé entre eux non plus. Alors, c'était comme, il y avait 2 thèmes à la conférence, l'évolution et Star Wars. C'était assez rigolo quand même. Je pense qu'on est une conférence de gens qui pensent bien à Star Wars, qui pensent assez souvent à Star Wars. Ça s'est assez bien passé. Évidemment, le lendemain, j'ai rasé ma barbe, comme vous pouvez voir ici. Enfin, si vous ne voyez pas la vidéo, vous ne pouvez pas voir, là, mais j'ai rasé ma barbe. C'était au grand plaisir de mon épouse qui a toléré cette barbe pendant 3 mois. Ce que je ne ferais pas pour la conférence. On avait aussi, pour une première fois, on avait des billets accompagnateurs ou des compagnons. Alors, c'est des gens qui voulaient venir avec leur mari, leur femme, leurs amis, et qui ne voulaient pas nécessairement participer à la conférence, mais qui voulaient profiter de l'endroit, le château Montebello, qui est très, très beau. C'est un hôtel 5 étoiles au milieu d'un boisé fantastique de 28 hectares. Et les compagnons ont beaucoup apprécié. Il y a une superbe piscine, je pense que tu l'as vu, Philippe, aussi. On a profité. Il y a un spa, il y a des sentiers pour faire de la course à pied, pour faire de la marche, il y a de l'équitation, il y a des Land Rover sur place pour aller prendre des cours de comment conduire un Land Rover dans des conditions difficiles là, sur un terrain à côté. Et il y a évidemment le parc Omega, le zoo à côté, le zoo en plein air à côté, que les enfants et les compagnons ont visité avec plaisir le dimanche. Alors, tout s'est vraiment super bien passé. On avait commencé avec juste 9 enfants, mais on a fini avec 17 enfants. Alors, il y a 10 enfants qui sont inscrits à la toute fin, et des gens qui ont décidé de venir avec leurs enfants. Et tout s'est super bien passé. On avait une coordonnatrice des activités pour enfants qui s'appelle Mireille Munger et qui a fait un excellent travail avec ses 3 assistants. C'était vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, il y avait des sourires partout, les gens étaient heureux, les compagnons étaient heureux, les enfants étaient heureux, les enfants ne voulaient plus partir. Et on a eu souvent des commentaires d'enfants relayés par leurs parents qui disaient ils avaient hâte de revoir leurs nouveaux amis. Et puis, alors, la solution, évidemment, c'est de faire plus de conférences où les enfants et les compagnons sont invités. Alors, je suis bien content qu'on ait pu réussir à déplacer, faire notre petite marque dans l'univers en disant nous, on pense que les conférences techniques, techno, ça devrait être comme ça. Et il existe d'autres conférences qui sont comme ça, ce qui est vraiment bien, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais, je suis d'accord avec toi et puis d'accord aussi avec tout ce que tu as dit. Tout le monde en a bien profité. Moi aussi, je suis venu avec ma famille, puis c'était vraiment un endroit fantastique. Donc rien que ça met de bonne humeur. Et c'est un bâtiment historique, donc juste de rentrer dans ce bâtiment, ça vous ramène dans une autre époque un petit peu. On a l'impression de voyager dans le temps. Et c'est très reposant, très agréable. Donc c'est ce qu'on a remarqué. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Très bonne présentation aussi, des sujets très variés. Oui. Oui, c'est ça, exactement. On avait des présentateurs hors pair qui ont présenté sur toutes sortes de sujets. C'était vraiment c'était passionnant. Je pense que la façon dont les présentateurs s'enlignaient les uns après les autres, les différents thèmes qu'ils abordaient, les différents sujets, des sujets peut-être un peu plus techniques, des sujets un peu plus design, des sujets un peu plus inspiration, il y en avait pour tout le monde. Et puis, il y a même des compagnons qui sont venus pour écouter des conférences parce qu'ils disaient tiens, ce sujet-là, moi, ça m'intéresserait. Évidemment, venez faire un tour, profitez-en. Je sais que vous n'aimez pas les conférences techniques, peut-être que celle-là, vous allez l'aimer. Alors, c'était un bon vendeur. Georgia Dow, qui a fait la keynote, a fait vraiment un excellent travail parce que beaucoup des présentateurs dans les jours suivants, donc le samedi et le dimanche, faisaient référence à la keynote. Donc, ça a vraiment donné le ton un petit peu de la conférence. Donc, c'est vraiment très bien passé. Et ouais, c'était vraiment pas mal. Donc, on a tous bien profité, très bien mangé, un peu trop même. Il va falloir se remettre au régime maintenant. C'est le printemps. Oui, on ne va pas au Château Montebello dans un restaurant 5 étoiles pour se mettre au régime. C'est ça. Donc, c'était excellent. Donc, je suis bien content que ça soit bien passé, que tout le monde en ait bien profité. Les sessions ont été enregistrées en vidéo. Donc, qui sait, il y aura peut-être des choses à voir un peu plus tard. Tu nous annonceras ça s'il y a quelque chose. Je ne veux pas en parler trop, mais bon. C'est ce qu'on espère. C'est sûr que si on a engagé Martin Reich, le même que celui pour l'édition 2014, qui fait un boulot formidable, qui donne des vidéos d'une excellente qualité, mais c'était beaucoup de travail à monter et on avait appris l'année dernière que ce qui est difficile, c'est synchroniser les présentations keynote avec le présentateur pour pouvoir suivre qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qu'il est en train... Parce que quand on regarde une vidéo, on ne veut pas juste entendre une voix, on veut aussi voir l'image, exactement comme ce qu'on est en train de faire, toi et moi. Mais la synchronisation en poste est un peu plus difficile.
quand on doit traiter avec finalement un fichier Keynote, qui est la seule chose qu'on a, et l'enregistrement du son et de l'image. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est pris une caméra vidéo et on filmait toute la salle de loin. Alors, on s'en sert pas pour diffuser, mais pour faire notre synchronisation. Alors, on espère que ça va aider énormément Oui, il y aura pas la mal de préparation des travail. vidéos. Il y aura Ouais. pas mal de travail d'édition, là. Je sens que ça va être intéressant, mais on a de. Voilà. J'espère que ça marchera, que c'était Moi la bonne aussi. façon de faire et qu'on verra tout ça. Pour Ouais. ceux qui n'ont pas eu la chance de venir, qui ont raté leur avion là, ou qui ont eu d'autres problèmes, ou qui Ce n'ont pas qu'on pu a, avoir de ticket. ouais, ce qu'on a spécifiquement pas fait, par exemple, c'est la nouveauté, évidemment, dont tout le monde parle, c'est Periscope ou Meerkat. Il y a des gens qui pouvaient utiliser le réseau Wi-Fi pour présenter des présentations des conférenciers en direct, finalement, avec Periscope, qui passe par Twitter, etc. On a décidé de ne pas le faire comme ça parce que on trouvait que de s'ouvrir à l'Internet au sens large, directement, sans avoir beaucoup de contrôle, on trouvait que c'était pas une bonne idée. Si on publie les vidéos nous-mêmes, on va les publier à nos propres termes et on va contrôler complètement le message. Alors que quand on passe par Periscope ou par Meerkat, on est dépendant de l'infrastructure de Twitter et de la façon dont souvent le plus mauvais de l'Internet peut se retrouver rapidement sur vous. Alors, on a décidé de ne pas faire ça. C'est une expérience que d'autres conférences ont fait et vont continuer à faire probablement parce que c'est tout nouveau. Mais nous, on a fait un choix conscient de ne pas le faire parce on trouvait que c'est trop risqué. Oui, mais c'est pas le seul problème, hein, parce que moi j'ai assisté à quelques sessions au travers de Periscope de la conférence HUL qui Oui, s'est oui, oui. déroulée en Irlande 2 semaines avant vous, je crois, avant NS North. Mhm. Et c'était vraiment hors contexte. Déjà, l'image est très petite. On voyait le conférencier, puis on l'entendait parler un peu de loin, donc le son est vraiment pas bon, mais on voit pas les diapos, Voilà. la présentation à l'écran. Donc, c'est pris hors contexte et c'était dur de comprendre, hein. Donc, ça n'ajoutait pas vraiment de valeur, malheureusement. Ouais. Le jour où on pourra faire peut-être des vidéos en mode paysage, donc d'avoir un peu plus de choses qui apparaissent dans l'enregistrement, ça sera peut-être plus utile. Oui, c'est ça. Où on peut avoir un studio comme Apple. Quand ils Ouais, font leur keynote, ils ont des tonnes et des tonnes de professionnels pour pouvoir monter, faire leur vidéo un peu comme en direct quand ils font les ouais, keynotes et aussi en enregistré et édité quand ils font les vidéos de la WWDC. Mais ça demande une armée de personnes. Et ouais, pour ouais, faire NS North, il y a 2 personnes. Il y a Dan et moi. ouais, Alors, et évidemment, Martin qu'on a engagé pour enregistrer, mais c'est Martin sûr. va nous prémonter, mais ne va pas faire l'édition. C'est pas son travail. Ouais, ouais. Donc voilà, très intéressant. Bah, je suis content. C'était une réussite totale. Je pense que beaucoup de gens vont se joindre à moi pour le dire. Et je sais on a des auditeurs qui étaient là, avec qui j'ai parlé, qui étaient contents aussi. Donc ils nous confirmeront cela. Il n'y a pas de problème. Et on ne parlera pas d'NS North 2016. Voilà, je te poserai cette question. On ne préannonce jamais les produits. Voilà, comme Apple, il faut toujours C'est travailler ça. comme ça. Mais tu as remarqué que ça s'appelait épisode 3 et qu'on avait une trilogie. On avait un thème de trilogie. Alors, Ouais, ouais. Et il y a c'est des vrai. indices. Et c'est vrai que l'histoire nous dit que l'épisode suivant n'est pas toujours un grand succès, hein. Ouais. Pour faire une référence à Star Wars, bien sûr. On va passer à un courriel qu'on a reçu d'un auditeur et ça nous fait plaisir. Encore une fois, si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire vous aussi. Vous nous écrivez à cacaocast@gmail.com. Ça marche très bien et on reçoit ça et on lit les courriels attentivement et puis on en parle encore une fois, des fois pas tout de suite. Ça va peut-être prendre un épisode ou deux, mais on y arrive d'une façon ou d'une autre. Donc là, un épisode d'un auditeur de Paris qui voulait nous faire part d'une formation gratuite, hein, qui est donnée à l'université Pierre et Marie Curie. Alors, ça s'appelle, on a trouvé la définition en français, c'est une formation en ligne ouverte à tous. Et en anglais, c'est un Massive Online Open Course ou quelque chose comme ça. Open Online Course, MOOC. Mais nous, on va le dire en français, donc c'est un FEOT, quelque chose Ah, comme c'est pas un floc? FLOC? ça. FLOC, oui, ouais, je ne sais pas. Donc, peut-être que ça sonne pas aussi bien.
Donc, Faut pas que ça fasse un flop. un flop, ça serait une autre affaire, ça, ouais. Donc, l'université Pierre et Marie Curie fait ça depuis. C'est la deuxième session, là. Donc, la première session est déjà passée. Je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble, si je tombe sur la bonne page. Alors, excusez-moi. Désolé encore une fois pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient rien de tout ce que je fais, mais on apprend là. C'est vraiment l'épisode de rodage. Donc, si tout va bien, tu devrais voir ça aussi, Oui. Philippe. Et voilà. Donc, dis-moi quand tu vois pas quelque chose, c'est que j'ai fait quelque chose de travers et c'est bien possible. Donc là, vous voyez le site de France Université Numérique, mooc.fr, long nom pour le site. Donc, c'est pas la peine de vous en souvenir. Vous pourrez trouver ça dans les notes de l'émission. Sinon, vous posez la vidéo pour ceux qui regardent la vidéo pour noter le titre du site. Donc, ça parle de programmation sur iPhone et iPad. Ça me fait penser au cours en ligne de l'université Stanford, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Oui, qui était probablement un MOC ou un floc avant le nom. Avant le nom, mais c'est tout en anglais avec même un accent américain, donc pas évident pour tout le monde, hein, ceux qui ne parlent pas l'anglais ou qui ne comprennent pas trop l'accent américain, qui n'est pas toujours évident. Voilà. Donc là, tout en français, c'est fait, alors je vais vous montrer, par Fabrice Cordon et Étienne Renaud, qui préparent le cours et qui, j'imagine, font l'enseignement. Je pense que c'est sous forme de vidéo. Je n'ai pas encore regardé, mais j'imagine que c'est distribué sous forme de vidéo. Donc, vous avez jusqu'à la fin, si j'arrive à le trouver, vous voyez ici, là, jusqu'à la fin, mi-juin, pardon, le 13 juin pour vous enregistrer et ça correspond à la fin du cours. Donc, vous avez jusqu'à la fin du cours pour vous inscrire. Mais comme le cours commence officiellement le 16 avril, on vous conseille de vous inscrire le plus vite et puis de faire le cours en même temps que les autres, hein. Je pense que ça serait plus pratique que de le faire en retard et puis d'essayer de rattraper le retard. C'est pas évident, mais bon, c'est faisable si vous voulez. Donc, ça va parler de tout un tas de choses, y compris de l'Apple Watch apparemment. Je regardais un petit peu les détails tout à l'heure, donc ça a l'air d'être très complet. Est-ce que tu as précommandé ton Apple Watch? Non, je me suis pas levé assez tôt, donc j'aurais pas la patience d'attendre jusqu'au mois de juin ou juillet pour Ouais, c'est ça. commander quelque chose. Et puis le taux de change n'est pas vraiment en notre faveur, donc c'est un petit peu cher là, pour acheter l'Apple Watch. Alors je vais peut-être laisser le soin aux autres d'essuyer les plâtres un petit peu et puis de nous dire si vraiment ça marche bien. Et peut-être d'attendre aussi une révision de l'OS, WatchOS, ça s'appelle, je ne sais plus quel est le nom Quelque chose officiel. comme ça, ouais. Parce que je pense qu'il y a quelques petites choses qui ne marchent pas bien et je crois qu'il y a quelques petits soucis de performance, etc. Donc, bon, je ne suis pas bien pressé. J'ai participé au Kickstarter de la Pebble Time, donc je la recevrai probablement plus tôt que si je commandais une Apple Watch. Donc, on va commencer Ouais, moi, j'ai porté ma Pebble toute la fin de semaine. Le gros avantage était que j'avais les notifications directement sur mon poignet. Donc, quand ils sont dans la poche, le téléphone, on ne les sent pas toujours, les notifications. Et en fin de semaine, c'était important pour moi d'avoir les notifications quand quelqu'un m'envoyait un message instantané ou un tweet ou des choses comme ça parce que les gens me posaient des questions. Et puis, à ce moment-là, c'était extrêmement pratique d'avoir la montre. Mais après, la fin de semaine, je l'ai enlevé parce que Ouais. je trouvais ça un peu barbant d'avoir la montre. Ouais. Moi, personnellement, je sais que c'est déjà dit, c'est les questions de bracelet. Quand on travaille sur un portable, on a un endroit pour mettre notre poignet, un repose-poignet finalement. Et puis, si on a une montre, ça égratigne le portable. Et Ouais. ça fait un bruit et puis c'est vraiment fatigant. Je suis assez sensible à ça. Donc, je l'enlève quand je travaille à l'ordinateur. À quoi ça sert d'avoir une montre comme ça si on l'enlève tout le temps? Exactement. Mais Je vais aller la voir en magasin. Je n'ai pas ouais. encore pris de décision finale, mais je ne l'ai pas précommandé non plus. Ouais, ouais, j'ai un peu envie de voir la taille parce que toutes les photos que je vois, ça me paraît gros et il n'y a pas grand monde qui se. Apparemment, c'est plus petit plus En petit vrai, ouais. ouais, En c'est vrai. ça. Mais sur les photos, ça paraît d'être des briques un peu là. Mm. Mais des fois, c'est des femmes qui font les revues sur les sites et comment dire, elles n'essayent pas toujours le petit modèle, elles essayent le gros modèle. Et puis, si on a un poignet assez fin et qu'on met le gros modèle dessus, ça fait vraiment très gros. Donc, peut-être que nous, on a des poignets un peu plus gros et que ça choque un peu moins. Mais bon,
C'est à voir. Je pense que, comme tu le dis, c'est une sage décision de la tester avant, de voir quel est le modèle qui vous plaît le plus. Mais en faisant ça, vous vous trouvez à pas pouvoir en acheter avant le mois de juillet, je pense. C'est dur, hein. Là, c'est vraiment montrer le magasin de bonbons et puis non, on peut pas toucher aux bonbons. Il faudra attendre. Donc, bon, c'est à voir quand même. Donc, j'attends. Je pense que le MacBook est disponible déjà ou pas, je sais plus. C'est disponible, mais ça prend du temps. On peut l'acheter, mais il ne sera pas livré avant un certain temps. Ouais, ouais. Donc, je vais faire un saut à l'Apple Store local ici, puis regarder à la fois le nouveau MacBook et puis les montres aussi. Mais si vous voulez continuer d'apprendre à programmer sur iOS et sur l'Apple Watch, ben, un petit tour sur le cours en ligne de l'Université Pierre-Marie Curie, ça peut vous aider. Exactement. Donc voilà, c'est le site. Et puis il y a aussi un site compagnon, c'est celui-là, qui vous présente la partie 1. Donc la première session qui est déjà terminée et complètement disponible. Vous avez des semaines 1 à la semaine 14. Et je pense qu'il y a tous les détails avec, j'imagine. Donc, si vous êtes un utilisateur intermédiaire ou un programmeur intermédiaire, vous pouvez aller faire un tour directement Voilà, sur ce site-là pour sauter directement à la bonne session. exactement. Hmm. Voilà, il y a toute la vidéo là. Ça doit peut-être un peu lent sur le Google Hangout, mais ça ressemble à ça. Voilà. Donc c'est à très haute qualité au niveau production. Là. Il y a vraiment des animations, il y a tout un tas de choses. Ils ont fait vraiment du gros travail. Donc on salue cet effort et c'est tout en français, donc profitez-en. Oui, c'est ça. Ça n'arrive pas si souvent que ça. On parle souvent de ressources en anglais. Voilà. Et merci à Régis de nous avoir fait part de ça. Ça nous fait très, très plaisir. Et puis là aussi, il nous a aussi donné des petits conseils sur la présentation du podcast. Donc, Régis, c'est promis, on va essayer de faire des efforts. Je vais un peu raccourcir mes réponses. Et puis, Philippe va peut-être essayer de ne pas avoir trop d'expressions québécoises qui ne sont peut-être pas. Ouais, mais ça met de la couleur dans le langage quand même. Ouais, ouais. Mais peut-être qu'il va falloir faire une traduction. Donc, je ne sais pas, de dire, d'avoir C'est ça, on va se mettre des sous-titres automatiques en dessous de. voilà, un petit drapeau qui dit attention, c'était du québécois là, c'était pas Un une régionalisme. insulte ou quoi que ce soit. Sujet suivant, où est-ce qu'on en est? Alors la difficulté maintenant avec la vidéo, c'est que j'ai beaucoup plus de fenêtres à gérer et ça va pas être évident. Mais bon, Ça te prend un iMac Retina. ouais, mais avec un écran à côté en plus, parce que là, ça fait beaucoup. Donc on va parler maintenant d'un outil de Twitter. C'est Twitter qui fait ça et ça s'appelle Fabric. Oui, ça s'appelle Fabric. Oui. Donc, tu me disais que Twitter, j'avais un peu oublié ça, mais Twitter a racheté la compagnie Crashlytics Il y a de ça quelques temps quand même déjà. quelques temps. Et voilà, ben, ils ont un peu. Non, moi, je crois que je vois toujours l'icône et le nom Crashlytics. Crashlytics, c'est ça, oui. Mais Oui. ils l'ont arrangé un petit peu, que ce soit un peu plus joli. Puis ils l'ont renommé. Ils ont renommé la solution globale maintenant qui s'appelle Fabric. Et ben, ça permet d'aider les développeurs d'applications mobiles. J'imagine que ça marche sur Android et sur iOS. Alors, l'idéal, c'est que je vous montre à quoi ça ressemble. Et on va faire un petit partage d'écran, ça va être mieux. Voilà, on est sur le site de Fabric. Donc, je vous disais Crashlytics, là, c'est l'icône qui est ici. Donc, Philippe, tu me disais que tu l'utilises dans tes applications. Donc, Ben oui, alors c'est ça. Moi, j'avais pas vraiment de solution on appelle ça des analytiques là, pour savoir j'ai combien d'utilisateurs, ils viennent de où, etc. Parce que chacune des solutions que j'ai essayées, que ce soit New Relic ou Mobile Dev ou des choses comme ça, toutes ces applications-là, ça me donnait jamais les résultats que je voulais. C'est toujours un peu compliqué à utiliser. Puis il fallait que je rajoute beaucoup de code dans mon application pour dire ah oui, là, on est rendu dans tel contrôleur, etc. Puis on fait toutes ces choses-là. Puis c'est un peu. Finissait par être un peu barbant. Et je me suis dit à la fin, tiens, je vais l'utiliser. Je vais essayer ça, Fabric. Et puis je l'ai essayé avec ma toute petite application de vélo. Parce que je sais qu'il y a peu de monde qui l'utilise, donc si jamais ça foirait, c'était pas si pire, parce que c'est une application hyper locale. Alors je me disais qu'il y avait pas tant de monde que ça qui l'utilisait. Et ce que j'ai beaucoup aimé de Fabric, c'est que c'est très facile à intégrer. Il y a une petite application que vous téléchargez et qui va apparaître dans votre barre des menus avec un icône. Et cette petite application-là vous permet, quand vous ouvrez Xcode, elle permet d'intégrer avec Xcode très facilement
les frameworks dont vous avez besoin et le bout de code dont vous avez besoin, ça vous guide avec une petite suite d'événements. Et il sait où vous êtes rendu dans Xcode. Il doit parler à Xcode pour savoir si vous avez bien intégré les choses, probablement par AppleScript ou quelque chose comme ça, pour savoir comment tout fonctionne bien. Et quand tout fonctionne bien, vous appuyez sur un bouton, il vous dit, bon, ben, buildez votre application. Et puis, quand vous appuyez sur Build, le petit truc de Fabric dit, oui, ça y est, on commence à recevoir des données. Et quand on reçoit des données, on peut voir directement qu'est-ce qui se passe. J'ai trouvé que cette solution-là était vraiment bien. Il y a plusieurs modules, intégration à Twitter, une intégration avec un système d'annonce. Je pense que c'est pas AdMob, c'en est un autre, là. J'ai pas fait aucun des deux, mais j'ai intégré avec Crashlytics, qui est un logiciel qui permet de faire un suivi des différents crashs que vous pourriez avoir dans votre application qui vous donne grâce à Fabric, vous envoyez le fichier DSIM quand vous faites votre build, vous l'envoyez directement à Fabric, et Fabric, quand ils reçoivent le crash, ils sont capables de faire une étude de votre crash pour vous dire exactement à quelle ligne de code vous avez crashé, qu'est-ce qui s'est passé, grâce au fichier DSIM, un peu comme Xcode le fait, et un peu comme Apple est supposé le faire dans leur site de iTunes Connect, mais que dans la pratique, ça ne marche pas super bien parce qu'il faut avoir beaucoup de crash avant d'avoir même une seule réponse. Et puis, c'est pas super fiable. Alors que là, Crashlytics, ça fonctionne vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié Crashlytics. Je ne l'aimais pas beaucoup avant parce que je trouvais que leur intégration était un peu barbante dans le sens qu'il y avait des librairies statiques à installer et puis des scripts à faire tourner. Et puis, ça me paraissait un peu invasif, un peu intrusif pour la façon dont c'était intégré. Je ne l'aimais pas beaucoup. Mais Fabric, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Et comme je voudrais ajouter un petit script à la fin qui appelle Fabric, c'est sûr que si vous n'avez pas d'Internet à ce moment-là, vous arrangez pour que votre build fonctionne quand même. Là, mais en général, ça fonctionne très bien. C'est très léger. Et j'ai fini par le rajouter dans la plupart de mes applications, sauf TrainScan. Et je l'ai installé dans Daylight, qui est mon application personnelle qui vous permet de voir les heures de coucher et de lever du soleil. Et ma foi, avec ça, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si je peux partager mon écran maintenant avec toi pour vous montrer de quoi ça a l'air, parce que toi, tu peux juste montrer l'écran de... Tu peux toujours essayer. Oui, je vais essayer. Tiens. Voilà. Soyons fous. C'est ça. C'est l'émission prototype aujourd'hui, là. Alors, est-ce que tu vois mon écran maintenant? Je vois ton écran. Voilà. Alors, vous voyez maintenant, c'est Daylight. C'est ma petite application de lever et coucher du soleil. Vous voyez, quand j'ai commencé à intégrer l'application, quand l'application a été sortie sur l'App Store, c'était vraiment le 3 avril. À toutes les dates avant, il y a des 0 et des 1 d'utilisateurs. Ça, c'est comment je faisais des tests. Et puis, j'avais une bêta avec une personne. Et ça vous donne ce genre de graphique-là. Alors, en ce moment, il y a 0 personnes qui utilisent l'application. Mais vous avez des graphiques pour savoir combien vous avez de nombre d'utilisateurs directement avec le temps. Alors, vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça en ce moment, mais j'ai quand même par jour 55 utilisateurs, 29 nouveaux utilisateurs, parce que là, au fur et à mesure que les gens font la mise à jour avec l'application, vous voyez que une certaine journée, là, j'avais le samedi 4 avril, j'avais 1000 utilisateurs, ensuite j'en avais 880, etc. Là. Et ça vous donne ce genre de statistiques-là. C'est pas super détaillé, comme je sais pas quel contrôleur a été utilisé, puis des choses comme ça, ou dans quel endroit ils sont allés dans l'application. Je ne peux pas vraiment mettre de détails, dire est-ce que vous avez fait, mettons, un achat intégré ou des choses comme ça. Mais ça me donne le niveau de détail dont j'ai vraiment, moi, de besoin. Si ça vous satisfait, vous, ça pourrait être parfait. Alors, vous avez le nombre d'utilisateurs. J'ai 94% sont sur iPhone. 85% sont sur iOS 8. Alors, c'est le genre de statistiques que ça vous donne. J'ai trouvé ça tellement bien que je l'ai intégré dans la plupart de mes applications. C'est une intégration facile et ça fonctionne bien. Voilà, donc Fabric de nos amis de Twitter, fabric.io, c'est le site, et c'est complètement gratuit. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un plan payant là-dedans? Non, ça fait partie des affaires de Twitter, alors c'est ça l'idée. OK. Et je montrais, pendant que tu parlais, il y a aussi une application qui s'appelle Beta, Crashlytics, qui permet de gérer vos... Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu l'équivalent de l'ancien TestFlight, là, avant qu'Apple le rachète. Alors, vous pouvez distribuer vos bêtas avec ça. Ça s'occupe... si vous vous ennuyez de l'ancien TestFlight, ça fait vraiment la même chose. Ça prend les device ID, là, les identifiants d'appareils, et puis ça vous permet de générer les profils d'approvisionnement pour que vous puissiez faire des bêtas sans avoir à passer par le TestFlight d'Apple.
qui peut être un peu lent des fois, parce que je pense que vous avez une limite à deux versions bêta par jour et des choses comme ça là, avec Apple, et il y a un certain délai parce qu'il y a une revue des applications, etc. Ça peut prendre jusqu'à 24 ou 48 heures avant que la première version sorte. Si vous n'aimez pas ce système-là, Crashlytics vous donne un système alternatif, mettant que l'ancien TestFlight n'existe plus. Je ne l'ai pas utilisé, celui-là. J'ai juste utilisé leurs analytiques. Et ce que je trouvais bien aussi, c'est que ça ne rajoutait pas beaucoup de volume à mon application, de poids à mon application. Et ça, c'est très apprécié quand on a des petites applications utilitaires. Ouais. On ne veut pas que ça devienne un gros fichier binaire de plus de C'est 100 ça, je pense que mégabytes. Gatineau Vélo est passé de 800K à 1.2 MB ou quelque chose comme ça. Ok, donc. Ouais. Et ça fonctionne sur iOS 6 et plus. Donc, vous pouvez encore supporter iOS 6. Malgré le fait que que ce que vous installez, c'est carrément un framework, c'est pas une librairie statique. Et au niveau de la compilation, il s'arrange pour l'intégrer dans votre programme, comme ça fonctionne même sur iOS 6. Excellent. Oui. Alors, donc, souvent, on vous parle de framework qu'on a vu mais qu'on n'utilise pas. Celui-là, je l'ai vu et je l'utilise, et à date, ça fonctionne quand même assez bien. Très bien. Voilà, ça a été utilisé et testé par Philippe en personne. C'est ça. Faites-lui confiance. Mais faites votre choix quand même éclairé. Regardez les autres solutions qu'il y a sur le marché aussi. Oui, si j'avais déjà une solution, j'aurais peut-être pas choisi celle-là, mais si vous n'en avez pas, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Exactement. Puis on peut toujours faire confiance à Twitter. Hein. Y a pas Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est toujours l'autre aspect, évidemment. Mais la plupart de ces solutions-là, soit qui coûtent un montant d'argent non négligeable, alors vous pouvez aller avec ça, ou alors que c'est des solutions gratuites et qui utilisent probablement des données dans l'agrégat pour faire des publicités plus ciblées, des choses comme ça. Ça, c'est clair que c'est le genre de truc que je fais. Mais moi, mes applications, j'ai juste mis ça sur mes applications pas chères ou gratuites. Voilà. OK. Je me sens pas trop mal de le faire. On va passer à un outil. Tu parlais de profil d'approvisionnement il y a un instant. Oui. Et ça peut être toujours un problème. Tous ces certificats, les signatures, être sûr qu'on ait bien fait ce qu'il fallait dans sa compilation et la préparation d'un binaire à soumettre à l'App Store. C'est un casse-tête, tout le monde le dira, c'est pas évident à faire. Et il y a certains développeurs, comme notre ami Luc Vandal, c'est quoi le nom de Edovia. d'Edovia, c'est ça, qui a ces problèmes-là. Il développe la très bonne application Screens qui permet de faire du VNC avec, ça marche sur Mac et sur iOS. Oui, c'est super pratique, je vous le recommande fortement. Ouais. Peut-être qu'on vous montrera ça dans la vidéo où Philippe peut préparer puis le montrera. Mais moi, je voulais vous montrer un outil que Luc recommande qui s'appelle RB App Checker Lite. C'est un peu long comme nom, mais RB, c'est pour Rainer Broker Off. C'est le nom du développeur qui a fait ça. C'est une version light, donc c'est la version gratuite. J'imagine qu'il y a une version qui n'est pas light, qui a peut-être un peu plus de... Et encore, je ne suis pas sûr qui a un peu plus de fonctionnalités. Mais l'intérêt de cette version-là, et je vais vous la montrer en vidéo tout de suite, c'est qu'elle permet de regarder ou d'inspecter le contenu d'un fichier binaire que vous êtes prêt à soumettre à l'App Store pour la revue. Et ça va vous donner un petit rapport. Donc, ce n'est pas évident à voir. Je ne sais pas s'il y a moyen peut-être d'aller sur son site et puis de voir ça un peu plus... Si ça se charge un peu plus vite, là, vous voyez un écran blanc, malheureusement. Voilà. De vous faire un petit rapport qui va vous montrer le contenu de l'application. Et puis là, il donne même un exemple qui montre le contenu de iTunes.app. Donc, ça marche avec n'importe quelle application. Il n'y a pas besoin d'avoir un source code ou je ne sais quoi. Ça va juste inspecter le contenu du bundle, du répertoire qui contient tous les fichiers de l'application et tous les certificats, etc. Et ça va vous donner un petit peu ce rapport qui va vous dire le nombre de certificats, le nom par qui c'est signé, quelle est la date d'expiration. Ça va aussi vous dire s'il y a des, comme on dit, des entitlements dans le fichier. Non, je ne sais plus, entitlements quelque chose. C'est un plist dans les projets Xcode qui vous permet de... C'est un fichier de permission, savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec notre application, parler au micro, des choses comme ça. C'est ça. Et je pense que il y en a comme ça, et puis quand on utilise le bac à sable, il y en a encore plus là-dedans. Je crois qu'il y a tout un tas de choses. Donc, évidemment, quand on est au Mac App Store, il faut utiliser le bac à sable. Exactement. Donc, il faut
Sauf Apple, hein, parce que là, je vous montre à l'écran une copie d'écran de iTunes.app et l'application n'est pas sandbox, là, elle n'est pas développée pour être dans un bac à sable, mais c'est Apple, hein, ils font un peu ce qu'ils veulent, bien sûr. On en avait déjà parlé aussi dans le passé. Les règles qui s'appliquent aux développeurs, au commun des mortels, ne s'appliquent pas nécessairement à Apple. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je pense que c'est un outil intéressant si un développeur comme Luc, de grand renom, qui a une application commerciale qui est utilisée par le plus grand nombre, recommande cette application, c'est certainement pour une très bonne raison. Donc, on vous invite à jeter un coup d'œil. Et puis, cette version light est gratuite. Donc, si vous allez sur le Mac App Store, vous faites une petite recherche sur RB App Checker Lite et vous tomberez dessus. Donc, on vous conseille de voir ça. Et puis, la copie d'écran que vous voyez au centre montre que vous pouvez avoir même plus de détails pour chaque certificat. Donc, si vous voulez aller voir le type d'encryption, la clé publique, etc., vous pouvez même voir tout ça dans l'application. Il y a une sorte de vue plus détaillée. Voilà, RB App Checker Lite de Rainer Broker Off. On va maintenant terminer avec un petit outil. Hein, la vidéo est revenue. C'est pas un outil, c'est un framework que tu as trouvé, Philippe, et qui annonce une bonne chose, ou qui dit que les choses sont sur une bonne voie. C'est l'apparition de frameworks en Swift qui enrobent des frameworks plus anciens, que ce soit de l'Objective-C ou même du C dans ce cas-là. Donc là, on parle d'AddressBook, qui est un framework en C. C'est vrai que pour ceux qui ont fait une intégration avec AddressBook dans leur application, ce sont des fonctions C qu'il faut appeler. Donc, c'est pas très agréable, c'est pas très C'est un élégant. framework assez ancien qui a été porté sous iOS sans trop de modifications. Et il existe plusieurs, comment je pourrais dire ça? Il existe déjà plusieurs frameworks pour faire en sorte que AddressBook soit un peu plus facile à utiliser à partir du Objective-C, mais il n'y en avait pas vraiment à partir de Swift. Et là, en voici un qui s'appelle Gulliver et qui vous permet d'utiliser directement AddressBook à partir de Swift sans passer par le C. Alors, évidemment, lui va passer par le C à l'interne, mais tous les links, etc., sont faits pour vous. Tous les trucs de compilation sont préfaits pour vous. Et ça vous permet directement d'utiliser AddressBook dans votre nouveau langage préféré. Je pensais que ça valait la peine de le mentionner et d'aller faire un tour sur GitHub pour voir les détails du framework. Et comme la plupart des frameworks, c'est pas un truc qui est très gros et très compliqué, mais des fois, quand on n'a pas besoin de réinventer la roue, c'est toujours intéressant. Voilà, donc si vous allez sur GitHub, l'utilisateur s'appelle A2. Est-ce qu'on a donné son nom? Est-ce qu'on va trouver son nom quelque part? Non. C'est pas évident. A2, ça dit pas grand-chose. Hein. Et ça s'appelle Gulliver. Gulliver. Donc, c'est bien pratique. Et j'aime bien qu'on commence à voir des choses en Swift. Et j'espère que Apple aussi va commencer à fournir de plus en plus de frameworks natifs en Swift. Si tu cherches le nom d'utilisateur, je l'ai trouvé, c'est Alexander Akers. Ce qui explique le A2. Oui. Voilà, je l'affiche à l'écran. Donc, un ami britannique. Donc, peut-être qu'il nous écoute, ça m'étonnerait, mais bon, c'est possible qu'il nous écoute si il comprend le français, puis on le salue au passage. Voilà, donc vous pouvez regarder les autres projets qu'il fait aussi, mais je pense que Gulliver est vraiment intéressant. Bon voilà, ça va conclure notre épisode aujourd'hui, notre épisode un petit peu risqué là, parce qu'on essaye d'enregistrer en vidéo en même temps. Donc encore une fois, j'espère que ça sera une expérience qui marche et que vous verrez cette vidéo. Et si vous ne la voyez pas, je vous prie de nous excuser de cette Pour tous ces version. délais, oui, c'est ça. Tous ces délais, d'être un peu lent, de dire oh, regardez à l'écran ce qui se passe. Ben non, moi j'ai pas d'écran, là je suis en train de conduire et j'écoute votre podcast sur ma radio. Donc voilà, on essaiera d'être, si ça a marché, on essaiera d'être un peu plus transparent, de ne pas donner l'impression qu'on fait juste l'enregistrement vidéo. Je pense que c'est quand même l'enregistrement audio le plus important, qui est de meilleure qualité au niveau sonore, etc. Donc ça reste notre priorité, ne vous faites pas trop de soucis.
Pour ceux qui ont la vidéo, ils ont vu notre petit bandeau en bas de l'écran qui donne nos noms et puis nos Et ils ont suivi nos visages pour la première les fois. visages aussi pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et vous avez Je fais un petit truc spécial pour les gens qui sont sur la vidéo, là. Ah oui, donc je vais décrire pour ceux qui nous écoutent. C'est le t-shirt NS North qu'on a eu la chance d'obtenir en tant que participant à la conférence. Très beau design de notre ami Joe Shiplinski. Oui, et que j'annonce en primeur qu'il nous en reste quelques-uns et on les met en vente sur le site web. Ah, donc Ouais. voilà. Jetez un coup d'œil à nsnorth.ca tout prochainement. Et c'est des très beaux t-shirts de bonne qualité. Puis le logo est vraiment bien. Je pense que ça a fait un carton. Tout le monde était content du logo cette année. Voilà. Très bonne réussite. Donc voilà. Une petite partie d'NS North chez vous, si vous voulez. Donc, allez jeter un coup d'œil à nsnorth.ca. Moi, j'espère que j'ai rien oublié. Je regarde un peu notre liste. Non, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau nouvelle Apple, bon, ben, c'est un peu l'Apple Watch que tout le monde attend. Donc, ça devrait pas tarder. Peut-être que d'ici la sortie, c'est le 24 avril. C'est possible qu'on enregistre un épisode ce jour-là. On l'espère. Et puis, de toute façon, il n'y a pas l'annonce des résultats trimestriels d'Apple qui s'en vient, non? Ah, peut-être, ça je sais pas. Donc, est-ce qu'ils vont annoncer le nombre d'Apple Watch qui ont été vendus? Il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait 1 million d'Apple Watch qui auraient été précommandés, mais ça vient d'une compagnie qui fait des sortes de statistiques et puis des sondages. Donc, à prendre avec une pince là ou avec un grain de sel, comme on dit. Mais je pense que ouais, on aura plus d'informations. Et puis quand elle sera sortie et que le Monsieur Tout le Monde aura son Apple Watch, au lieu que ça soit juste Et c'est ça, c'est le 27 avril. le 20, pardon, le 27. 27 avril, oui. Ah, je croyais que c'était le 24. Bon, bah, je Non, sais pas, on verra. c'est le 27. Ok. Moi, à ce moment-là, je vais être en transit pour le Texas. Le Texas. Oui, je vais faire un petit tour à Austin. Ah, ah, très Et bien. alors, on pourra probablement pas enregistrer à ce moment-là, mais moi, je soupçonne que les billets pour le WWDC vont sortir le 28. Alors, si vous écoutez cet épisode et que les billets sortent effectivement ou sont sortis le 28 avril, ou l'annonce de la loterie, ou quelque chose comme ça, quelque chose qui va se passer le lendemain Ah, ah. de cette date-là, je suis sûr. Ok, ok. Un peu tard pour les billets de la WWDC, mais j'ai confiance. Aujourd'hui, on est le 13. Quand on enregistre ça, là, moi, je pense que ça va sortir le 28. Ça va te porter chance peut-être. Donc voilà, si vous l'avez entendu ici en premier, Philippe annonce la Oui, mise c'est en ça. disponibilité ou les annonces concrètes de la WWDC. Donc on en reparlera au prochain épisode aussi. Et comme d'habitude, des outils, des frameworks, des courriels d'auditeurs. Donc ça nous fait plaisir, continuez à les envoyer. On en parlera, pas de problème. Bon, je te remercie Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.